C'est ça. Justement, si on ne s'engage pas dans la formation, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de comment fonctionnent les choses, à un moment donné, on ne comprendra plus trop ce qui se passe même dans notre vie de citoyen. D'ailleurs, c'est le sujet aussi de demain, ça. Alors aujourd'hui, il va y avoir d'abord une intervention d'un ministre Glatigny vidéo. Ensuite, une animation des étudiants, et puis les étudiants présenteront les trois conférenciers. Et avant de m'en aller, je voudrais remercier en fait toute l'équipe qui a participé pour le fait que cette Data Week fonctionne. Alors il y a tout plein d'étudiants. Dans les étudiants, il y avait une équipe de com, il y avait une équipe, des équipes d'animation comme ceci. Il y avait des équipes, il y a des gens pour l'intendance, il y a des gens un peu pour tout, et donc simplement pour dire que ce que vous voyez ici, c'est vraiment le fruit de plein de gens. Il y a Steven aussi qui est aux commandes, plein de gens qui se sont mis à la tâche pour faire en sorte que cette soirée se passe bien. Et donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée et c'est Madame Glatigny. Chères étudiantes, chers étudiants, je regrette de ne pas pouvoir être présente, mais je tenais à venir vers vous, même si ce n'est que sous la forme d'une vidéo, ou autrement dit, de données numériques. Des événements comme la Data Week, ils illustrent la qualité de notre enseignement supérieur francophone et particulièrement des formations professionnalisantes proposées dans nos hautes écoles. Elles vous permettent d'une part de maîtriser des savoirs qui sont complexes dans des secteurs en évolution constante. Et elles vous permettent aussi et surtout de mettre en pratique des savoir-faire de pointe et de faire de vous des professionnels compétents qui sont directement employables dans des secteurs d'avenir pour la société. Et s'il y a bien un secteur qui a besoin de cerveau, c'est le secteur des données qui évolue sans cesse et qui prennent une place qui est de plus en plus importante dans nos vies quotidiennes. Qui aurait imaginé il y a 20 ans que nos frigos seraient connectés ou qu'une montre, par exemple, pourrait détecter nos problèmes de santé? Ces évolutions technologiques, elles sont évidemment fantastiques, mais elles posent également la question très pratique dans toute une série de domaines, et en particulier la question de la protection des données. Et c'est dans ce cadre que vous, professionnels du domaine, vous avez un rôle central à jouer. D'abord, pour informer, pour conscientiser les citoyens à l'influence que ces données peuvent avoir, les risques qu'elles peuvent présenter pour la vie privée, mais aussi les grandes opportunités qu'elles offrent si elles sont utilisées de manière positive. Ensuite, évidemment, pour assurer la sécurité de ces données, tant celle des citoyens que celle des entreprises. Vous contribuerez de cette manière à un monde où chacun peut vivre libre, en sécurité, et aussi contribuer à une économie où l'innovation, elle est protégée. Votre formation,
temps, elle vous prépare parfaitement à remplir ces deux missions qui sont très importantes et je m'en voudrais évidemment de ne pas saluer l'excellent travail de vos professeurs qui vous y ont formé avec cet objectif bien précis en tête. Je ne doute pas que dès vos études finies, vous serez fortement sollicité pour mettre votre expertise de pointe au service de notre société. Je vous souhaite un très bel événement et d'ores et déjà, bonne chance pour le début de votre vie professionnelle active. À très bientôt. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'espère que toi aussi, Flavien, tu vas bien. Oui, ça va super. Alors écoute, nous sommes deux étudiants en troisième année en informatique de gestion et en cette deuxième journée de Data Week, on va vous présenter une introduction à la Data Science via un quiz sur l'intelligence artificielle. Mais avant, nous allons immortaliser cet instant grâce à une petite photo faite avec notre ami Ryan. Je vais maintenant vous inviter à vous connecter au quiz. Donc, vous pouvez vous rendre sur votre téléphone à l'adresse joinmyquiz.com et entrer le code suivant, donc 430 239. Nous allons vous laisser une petite minute pour vous connecter. La connexion est plus rapide avec le Wi-Fi, mais avec la 4G, ça devrait aller. Oui, on devrait voir tous les pseudos de tout le monde s'afficher en temps réel ici. Ok, je ne sais pas si tout le monde est connecté. Bah, je pense qu'on peut commencer. Ouais, c'est encore 30 petites secondes. Ok, nous allons commencer. Alors, première question. Selon vous, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle est une machine capable de simuler l'intelligence humaine, une machine capable d'apprendre seule, une machine capable de faire preuve d'objectivité ou une machine qui va voler mon travail. Attention, ne trichez pas dans la salle. Alors, donc la bonne réponse était une machine qui est capable de simuler l'intelligence humaine. Une IA ne sera jamais capable d'apprendre seule. Tu peux m'en dire plus, Flavien? Évidemment. Effectivement, une intelligence artificielle est une machine qui va tout mettre en œuvre pour simuler l'intelligence humaine. Pour comparer ça avec un être humain est capable de réflexion et de pensée. Il est aussi capable de ressentir des émotions, comparé à une intelligence artificielle qui n'est pas capable de ressentir d'émotions et qui n'a pas de réflexion du tout. Elle suit juste une série de calculs et de règles et elle va fonctionner avec un système d'essai-erreur pour essayer de s'entraîner. Donc plus on va l'entraîner, plus elle va être efficace. Nous allons maintenant passer à la deuxième question. Quand a été créée la première intelligence artificielle? En 2006, en 1997, en 1955 ou en 1972? Eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, la première intelligence artificielle a été créée en 1955. Tu peux m'en dire plus, Enzo? Oui, bien sûr. Alors, contrairement à ce que beaucoup de monde pourrait penser, l'intelligence artificielle n'est pas si récente que ça.
En 1950, les ordinateurs à réseau de neurones ont été utilisés par deux étudiants d'Harvard, Marvin Minsky et Dade Edmond. Ensuite, en 1952, un informaticien du nom de Arthur Samuel crée le premier logiciel qui est capable de jouer aux échecs tout seul. En 1956, le terme intelligence artificielle, donc IA, est utilisé pour la première fois. Après cette date, ce domaine va suivre beaucoup d'évolutions. Et 40 ans plus tard, en 1997, Deep Blue, donc qui est le nom d'un algorithme qui joue aux échecs, va battre le champion du monde à l'époque, qui était Garry Kasparov. Nous allons maintenant passer à la troisième question. Selon vous, comment fonctionne une IA? Par apprentissage autonome, par apprentissage supervisé, non supervisé ou alors par renforcement? Attention, ici, il y a plusieurs réponses possibles. Alors, les trois bonnes réponses étaient les dernières. Donc, une intelligence artificielle est capable d'apprendre de manière supervisée, de manière non supervisée, ou alors par renforcement. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'apprentissage supervisé, Flavien? Eh bien, pour apporter des informations par rapport à cela, je vais donner un exemple. Alors, imaginons qu'une caissière prenne du temps pour scanner des fruits et qu'elle doive donner un chiffre à chaque fruit. Par exemple, les pommes 1, les ananas 2. Elle va demander à un développeur s'il n'a pas une idée pour automatiser tout ça, parce que ça prend énormément de temps sur sa journée. Le développeur va se dire qu'il va pouvoir créer une IA. Il pense d'abord à une façon supervisée de le faire. Il va recevoir un document avec toutes les réponses par rapport aux fruits, et l'IA va d'abord essayer de deviner les fruits qui lui sont proposés et comparer avec le document de réponse pour s'améliorer. Elle va donc s'améliorer avec le temps et devenir de plus en plus efficace. Contrairement à cela, nous avons l'apprentissage non supervisé. Donc dans ce cas-ci, nous ne possédons plus ce document de réponse. Afin de trouver la bonne réponse, l'IA va donc essayer de faire des groupes, donc dans notre cas dans les fruits. Elle va essayer de créer des groupes en mettant à l'intérieur de ceux-ci le plus de ressemblances possible. Par exemple ici, elle pourrait mettre en commun les pommes et les cerises parce qu'ils sont rouges, les ananas et les poires parce qu'ils ont des feuilles, et les bananes, elle les met toutes seules parce qu'ils n'ont aucun point commun avec les autres fruits. Elle va aussi essayer de faire pour qu'il y ait le plus de différences possibles entre les différents groupes. Ici, donc, elle a décidé de les regrouper comme ceci, mais ce n'est pas la seule façon de le faire. Dans l'apprentissage non supervisé, l'humain, donc nous n'avons pas le choix sur les groupes que l'intelligence artificielle fait. Mais alors, Flavien, qu'est-ce que par renforcement, l'apprentissage par renforcement, pardon? Eh bien, l'apprentissage par renforcement est quelque chose qui n'a rien à voir. Imaginons qu'on montre un ananas à notre intelligence artificielle. Si elle trouve le bon fruit, on va lui donner une récompense positive. Par contre, si elle se trompe, par exemple dans cet exemple, elle va recevoir une récompense négative. Le but de cette intelligence artificielle est simple, maximiser ses récompenses et donc trouver le plus de bonnes réponses possibles. On pourrait comparer ça à un enfant, par exemple, qui découvre le monde. S'il fait quelque chose de mal et qu'on le punit, il va pas essayer de recommencer. Par contre, s'il fait quelque chose de bien et qu'il est récompensé, il va vouloir continuer et refaire la même chose. Alors, la question suivante. L'intelligence artificielle va détruire l'humanité. Oui, non, ou pour l'instant seulement au Terminator. Eh bien, effectivement, la bonne réponse était pour l'instant seulement au Terminator. Normalement, ça ne devrait pas arriver d'ici demain.
Alors, en effet, donc, contrairement à ce que certaines personnes sceptiques pourraient penser, non, l'IA ne va pas détruire l'humanité, ou du moins pas tout de suite. L'IA, donc, comme mon ami Flavien l'a dit plus tôt, pour l'instant ne suit qu'une suite de règles qui sont régies par un humain et rédigées par un humain. C'est donc l'humain qui va donner l'environnement à une IA et lui expliquer comment fonctionner. Si l'humain est bienveillant, l'IA sera donc bienveillante. Mais maintenant qu'on a parlé d'IA, Arsham, Flavien, tu serais compter le nombre de personnes qu'il y a dans cette salle? Je dirais que au-dessus, on se retrouve plus ou moins 10 personnes, au milieu de la salle, plus ou moins 15, et dans les rangs de devant, 5 personnes, donc une trentaine de personnes. Et toi, tu pourrais deviner l'âge des personnes dans la salle, tu penses? Pour l'âge, ça me paraît déjà un peu plus compliqué. Mais tu te rappelles de la photo qu'on a fait tout à l'heure? Tu penses pas qu'elle pourrait nous aider? Ah bah si, effectivement, avec l'intelligence artificielle, on peut utiliser l'intelligence artificielle comme un outil pour faire des choses plus facilement. Et par exemple, on a codé une intelligence artificielle qui va scanner les visages sur une photo et qui va en tirer toutes sortes d'informations. Donc ici, on a pris une photo au début de la séance pour l'analyser et après, on va la sortir sous forme de graphique avec toutes sortes d'informations comme votre âge ou votre sexe, par exemple. Donc nous avons créé un algorithme qui permet de faire cela. Nous avons donc entré la photo que nous avons créée tout à l'heure dans l'algorithme. Et voici ce qu'elle nous sort. Donc nous pouvons voir qu'il y a 15 hommes dans cette salle et 8 femmes dans cette salle. Elle pourrait aussi nous montrer par exemple les émotions que vous avez dans la salle. Donc on peut voir ici qu'il y a 8 personnes qui sont contre ici, je vous remercie, et 15 personnes qui sont plutôt neutres. L'IA peut aussi par exemple montrer l'âge moyen dans la salle. Pour l'âge, notre IA n'est pas la plus précise, car comme on l'a expliqué plus tôt, une IA a besoin d'être entraînée, et elle se base sur une base de connaissances qu'elle a acquise. Notre IA n'a pas été beaucoup entraînée, donc l'âge n'est pas très précis. Nous pouvons voir par exemple que l'âge moyen ici serait de 38 ans. L'âge moyen pour les hommes de 38 aussi, et l'âge moyen pour les femmes par contre de 39. On peut voir ici par exemple qu'il y a une personne entre 20 et 25 ans, une personne entre 25 et 30 ans, une personne entre 30 et 35 ans, etc. etc. Donc voilà, je vous remercie de nous avoir écoutés. Nous allons maintenant laisser place au premier conférencier. Donc j'invite Monsieur Raptis, qui est CEO chez Devoteam, à venir sur scène. Et il va vous parler donc de la rencontre entre l'IT et le marketing. Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend très bien? Donc, comme on l'a dit, je m'appelle Constantinos Raptis, ou Costa, c'est la version plus courte et facile à rappeler, et à prononcer aussi, même pour moi. Et je suis CEO chez Devoteam G-Cloud. Devoteam G-Cloud, on est la partie spécialisée dans Google de Devoteam, société de consultance. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie data, l'importance d'une stratégie data et l'importance surtout d'avoir une bonne connexion entre les équipes marketing et les équipes IT qui, sur plusieurs projets, sont très isolées en fait. Et pour ça, on va prendre l'exemple de l'Union de football belge, un de nos clients, sur lequel j'ai personnellement travaillé, et pour vous montrer aussi peut-être ce qu'il ne faut pas faire. Parce que c'est comme ça qu'on a commencé sur l'Union de football belge, avec vraiment une différence entre l'IT et le marketing. Alors peut-être une question pour le public. Est-ce que vous savez quelles sont la base, et ce n'est pas une liste exhaustive, mais des finances de l'Union de football belge, pour parler de l'importance aussi du projet par la suite? Est-ce que vous avez des exemples? Les droits télé. Les droits télé. Ok. Les abonnements au stade. Les abonnements au stade. Ok. Sponsor. Sponsor. Voilà. C'est déjà bien. Cotisation des joueurs, on oublie fortement, mais l'Union de football belge, et là on a entendu justement les abonnements au stade, et il faut faire la différence entre la Pro League, qui détient les clubs professionnels, et l'Union de football belge, qui représente plutôt les clubs amateurs, et aussi les Diables Rouges. Et donc la cotisation des joueurs du football qu'on appelle amateur remonte en partie vers l'Union de football belge. Les subsides. Il ne faut pas oublier non plus que c'est une ASBL, donc elle reçoit des subsides justement pour soutenir le développement du football en Belgique. Les billets des matchs, on parlait des stades tout à l'heure. Le webshop, tout ce qui est maillot, écharpe, là ils reçoivent très peu d'argent en fait, parce que c'est Adidas qui produit les maillots, donc c'est Adidas qui prend la part de nous par rapport
les tournois. Donc, si l'équipe va beaucoup plus loin dans le tournoi que ce qu'elle paraît pour l'instant, ça permet d'apporter pas mal de finances à l'Union de football belge. C'est une très grande partie. Et les sponsors, dont on parlait tout à l'heure, c'est une des plus grosses parties aussi, les sponsors. Donc quand on regarde le reste, c'est pour ça que l'Union de football belge travaille beaucoup sur son image de marque aussi, pour attirer les sponsors qui vont lui permettre de financer le reste. Donc les sponsors, avant, il suffisait simplement de donner l'image de Diable Rouge, que Eden Hazard allait faire une pub, les sponsors raffolaient de cette image de marque, et donc ça leur suffisait pour pouvoir commencer un contrat avec l'Union de football belge. Mais depuis, ce qui les intéresse énormément, ce sont les datas. De plus en plus, les sponsors demandent à avoir des données, justement. Ok, vous êtes l'Union de football belge, c'est très bien, vous mettez dans le stade, mais en fait, je touche combien de personnes grâce à vous? Quel est votre réseau? Comment vous pouvez nous aider, nous, à développer notre image de marque? Parce que les sponsors vont devoir expliquer pourquoi ils ont dépensé autant d'argent, et tout ça passe par les datas. Donc ils vont demander combien vous avez de followers, quelle est la qualité de votre base de données, comment vous connaissez les personnes qui sont liées à l'Union de football belge. Et donc on a commencé ce projet par un projet IT, qui était une idée du marketing d'essayer d'avoir plus de données sur les utilisateurs, mais qui a été lancé par l'IT. Au départ, ils nous ont dit il nous faut un CRM pour mieux comprendre quelles sont les personnes avec qui nous interagissons au quotidien. Et nous, notre réponse a été plutôt de créer ce qu'on appelle un data lake. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept de data lake, c'est l'idée de pouvoir reprendre des données brutes de plusieurs sources, de plusieurs points de données, l'application mobile, le webshop dont on parlait, les entrées dans le stade, et de les mettre tous à un seul et même endroit de manière brute, et puis petit à petit retravailler ces données pour arriver à de l'intelligence artificielle, on va en parler plus tard, pour l'utilisation des données, pour pouvoir faire du reporting auprès justement des sponsors. Et donc l'idée, c'est de ne pas utiliser un CRM qui a plutôt une structure qui est figée, mais de faire un data lake qui a une structure qui peut évoluer au fur et à mesure du temps, car vos données vont évoluer en fonction des nouveaux outils que vous allez utiliser par la suite. Première étape pour un data lake, c'est l'ingestion des données. C'est par ça, ingestion des différentes données, le site web, la base de données des membres qui est sur Oracle, l'outil de marketing qui était à l'époque MailChimp, Ticketmaster pour tout ce qui était ticketing, etc. Deuxième étape, c'est de passer à l'analyse de ces données, à la détection des anomalies. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait énormément de problèmes par rapport aux données qui se trouvaient dans la database. Par exemple, les adresses mail qui étaient entrées des joueurs. Un club mettait tous les mêmes joueurs avec leur propre adresse mail à eux. Pourquoi? Beaucoup plus facile dans l'inscription des joueurs, beaucoup plus facile de contrôler aussi la communication qu'ils vont envoyer. On voyait aussi qu'on avait des valeurs nulles, adresse mail marquée néant. Pourquoi? Mais il n'y a pas de contrôle de données. On ne force pas l'utilisation de ce qu'on appelle les regex, de mettre un .com, d'avoir un @ Donc on s'est très vite rendu compte que ça allait être difficile de faire quelque chose avec ces données parce qu'on avait beaucoup d'erreurs. Donc, autre difficulté qu'on a eue, c'est quand on a voulu ingérer des données de Ticketmaster ou autre, les structures de données étaient inexistantes. Parfois, la réponse était en néerlandais, parfois en français. Le titre de la colonne changeait d'une page de données qu'on recevait à une autre. Merchandising, aucune possibilité de se connecter à leurs sources de données et d'avoir l'information. Donc on se rend compte que tout ça, c'est le plus gros problème qu'on avait, c'était la qualité de la donnée. Parce que le résultat de votre intelligence artificielle ou de votre reporting va être aussi bon que les données brutes que vous avez à la base. Qu'est-ce qu'on a fait au départ? On résout quand même ce problème du point de vue IT, on contacte pour essayer de nous-mêmes changer les données qu'on reçoit, on n'inquiète pas trop le marketing, comme ça on avance dans le projet et ça va beaucoup plus vite. Étape 3, on corriger, comme je viens de dire, et puis on s'était dit, ok, on va pouvoir joindre les données et faire de la recommandation. Super. Au niveau IT, on est prêt, on a les données, marketing peut y aller, on peut commencer à faire de la recommandation. Deuxième point, c'est la réalisation qu'il fallait s'aligner avec le marketing. Marketing est prêt, je vais prendre un exemple concret. Ils se disent, ok, super, on a plein de données, on va faire un concours, on peut gagner un t-shirt de Remco Evenepoel, et on va avoir encore plus de données sur nos utilisateurs. Ils décident de lancer ça sans se
concerté avec l'IT sur la solution à utiliser. Résultat, on retrouve de nouveau une mauvaise structure de données, on voit qu'il y a de nouveau pas ces règles qui ont été mises sur le .com, etc. Donc nos données de base, on les avait corrigées, mais toutes les données futures qui s'ajoutent, par toutes les idées de marketing, sont à chaque fois, nous servent à rien. Ce qui frustre énormément le marketing, mais ce qui frustre aussi pas mal l'IT. C'est là qu'on a décidé de créer vraiment une data team à l'Union de football belge, et la data team est représentée par des gens de l'IT, mais aussi des gens du marketing, pour qu'ils puissent apporter leurs idées, mais qu'à chaque fois qu'ils vont sélectionner un outil, une personne de l'IT est là pour vérifier la possibilité de pouvoir retirer des données de cet outil. Et donc ça va changer énormément, parce que ça veut dire que toute solution d'un outil va prendre plus de temps. C'est un investissement, mais au final, va nous permettre d'avoir une injection de données qui est incroyable et que je vais vous montrer par la suite. L'utilisation aussi de ce qu'on appelle le single sign-on. À chaque fois que vous connectez un outil de l'Union de football belge, maintenant vous devez vous créer un compte, ou si vous avez un compte, vous pouvez vous connecter sur tous les points, sur le webshop, sur l'application mobile. Du coup, ça nous permet de savoir à chaque fois que c'est la même personne qui redonne ces données partout. Si on ne fait pas ça, la personne met une adresse mail sur un outil, une autre adresse mail sur un autre outil, et on n'arrive pas à rejoindre ces informations. Se concentrer sur l'application mobile. C'est là où c'est le plus facile, en fait, pour l'utilisateur de justement se connecter une fois et de toujours être connecté et de pouvoir donner de l'information, mais aussi nous recevoir de l'information sur l'utilisation de l'application mobile. Il y a moins ces problèmes de cookies à traquer et autres. Une fois que l'utilisateur a donné sa permission de pouvoir justement être traqué, on va pouvoir garder cette permission. Et enfin, et ça c'est important pour le marketing aussi, quand il crée du contenu, de toujours taguer le contenu. C'est-à-dire quand on fait une newsletter sur les Diables Rouges, de taguer Diable Rouge. Bien taguer tout le temps Diable Rouge et pas de parfois taguer Diable Rouge, parfois Red Devils, parfois juste Eden, d'avoir vraiment tous les tags qui vont nous permettre à faire après de la recommandation. Une fois qu'on a mis tout ça en place, on peut faire des merveilles en fait. À l'Union de football belge, maintenant on a la possibilité à chaque fois de faire des interactions qui sont segmentées en fonction des informations qu'on a pu récolter sur l'utilisateur. On sait qu'il s'est connecté et qu'il a été voir une nouvelle sur Eden Hazard et que ça fait 5 fois qu'il ouvre un article à chaque fois qu'on parle d'Eden Hazard, mais on sait qu'une de ses préférences, c'est vers Eden Hazard. D'accord ? On a la possibilité de voir aussi quelles sont les personnes qui ont déjà acheté des tickets. Avant, au lieu de juste envoyer des newsletters à il y a un match Chypre-Belgique, on regarde quelles sont les personnes qui sont déjà venues voir un match de Chypre-Belgique auparavant. Ça a beaucoup plus d'impact, c'est beaucoup plus facile. Venez revoir Chypre jouer contre la Belgique. On a pu créer aussi cette vue 360. Très honnêtement, c'est un buzzword très fort utilisé, la vue 360. C'est très bien, ça intéresse énormément les gens parce que ça permet de visualiser qu'on a pu rejoindre des données d'une personne. Niveau pratique, c'est juste utilisé dans le background par notre intelligence artificielle pour pouvoir faire la segmentation et autres, mais personne ne va aller voir, personne par personne, la vue 360 de chacun des 500 000 membres de l'Union de football belge. Et enfin, une étape sur laquelle, par exemple, Cyril, qui est dans la salle, a travaillé, c'est toute la partie recommandation. C'est-à-dire, justement, comme on a pu taguer tout le contenu, à chaque fois que vous regardez quelque chose, on a des tags qui vont se rajouter, qui vont nous permettre de recommander automatiquement du contenu qui va être intéressant pour vous. Tout ça va nous permettre de créer ce cercle vertueux auquel on veut toujours arriver, c'est-à-dire génération de data. Vous interagissez avec la data, on analyse le reçu, on fait une recommandation. En fonction de votre interaction avec cette recommandation, ça recrée de la data qui nous permet de continuer ce cercle vertueux. La prochaine étape, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a enfin aligné le marketing et l'IT, qu'on a mis en place la recommandation dans l'application mobile, eh bien ça va être de pousser vers plus d'engagement. L'Union de football belge, pour l'instant, l'engagement, il n'est pas énorme. On n'a pas des matchs toutes les semaines. C'est surtout quand il y a l'Euro, quand il y a de la Coupe du Monde, que les gens vont commencer à utiliser l'application pour suivre l'information des Diables Rouges. Donc l'idée ici, et vous allez voir dans la stratégie de l'Union de football belge, c'est de mettre beaucoup plus de contenu qui va revenir sur les entraînements des Diables Rouges, sur le suivi à l'international au fur et à mesure des Diables Rouges. Donc essayer de créer, avant ce qui était des
petites vagues très éloignées, de créer des connexions de plus en plus fréquentes, créer beaucoup plus de quiz, créer de l'engagement. Ça, c'est le plus important, parce que sinon, leur valeur auprès des sponsors est moindre si c'est juste pendant les grands événements. Ce qu'on veut faire aussi, c'est récompenser le partage de données. Et j'ai pris ici un exemple que je trouve Deleuze fait très bien. C'est que si vous avez un profil chez Deleuze, vous pouvez choisir entre basique, personnel et unique. Alors c'est incroyable, on voit que basique, c'est le choix basique. Les personnes n'ont même pas l'air contents sur la photo d'être là. Et voilà, Promo Boost, vous recevez des communications commerciales par mail. Personnel, vous commencez à recevoir déjà plus d'avantages. Et unique, vous avez tous les avantages que vous voulez. Quand on clique à chaque fois sur plus d'infos pour voir, plus vous avez d'avantages, plus vous donnez d'informations. Donc la première, c'est très basique, hein, vous choisissez l'information que vous partagez. La deuxième, Deleuze analyse vos données super plus, vos achats et vos interactions pour offrir une expérience personnalisée. La troisième, vous décidez aussi de partager ces informations avec les partenaires de Deleuze. Ce qui est le plus intéressant pour eux, parce que ça leur permet aussi de revendre ces données à d'autres partenaires pour les utiliser. Et vous avez donné votre accord en soi, parce que vous avez choisi l'option qui permet de faire le plus de promotion. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très difficile au niveau de GDPR, justement, cette partie de donner, d'avoir la possibilité, de recevoir, l'acceptation de partager les données. Mais vous voyez que les gens sont très inventifs, surtout au niveau marketing, sur comment créer cette envie de partager des données et au final de donner son accord pour ce partage. Voilà. Essayez de faire au plus court. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle par rapport à cette présentation. Nous allons maintenant accueillir sur scène M. Hugues Villeray, qui va nous parler du marketing et de la protection des données. Je tenais à remercier M. Bruno Lawaré pour cette présentation. Ok. Super. Bonsoir tout le monde. Donc moi je vais vous parler en effet de marketing et de la protection des données. Donc je vais un peu filer dans la présentation, la première présentation de Costa. Et avant de commencer, je voulais d'abord parler du contexte. Le contexte, parce que vous allez dire, non mais on est à la Data Week, on va parler de données, on nous a montré de l'intelligence artificielle et malgré tout il manque un contexte. Le premier contexte c'est pourquoi je suis devant vous aujourd'hui et le deuxième c'est qui est votre orateur. Alors pourquoi je suis devant vous, je laisserai Christine vous expliquer. Ça n'a pas forcément été très facile d'y arriver, mais au même moment elle me dit écoute ce serait formidable de parler du marketing et de la data, et directement j'ai fait un parallèle avec un film, je me dis mais le marketing c'est la petite fille là-haut et la data c'est le gros nounours blanc en dessous. C'est un peu ce qui est en train de se passer ces 5-10 dernières années. Je crois que ce que vous avez vu avec l'Union belge du football c'est un premier exemple. Moi ce que je vais essayer de faire c'est de descendre encore un cran plus bas et de vous montrer un peu quelques cas de choses à ne pas faire plutôt que de choses à faire. Alors mon profil, non, pardon, mauvaise photo. Mon profil, c'est que je suis un T. Donc ça veut dire, c'est quoi un T? Alors ça a été inventé par quelqu'un de beaucoup plus brillant que moi, à mon avis. Et l'idée, c'est de dire qu'il y a des experts qui descendent très bas dans leur expertise. Ça, c'est les personnes en forme de I. C'est notamment les IG, c'est notamment le fait que l'informatique et le marketing doivent travailler de plus en plus main dans la main. Mais aussi avec la trésorerie, on doit travailler main dans la main. En fait, avec tout ce qui vous a été présenté aujourd'hui, on est tous censés collaborer davantage. Et donc, on doit tous rajouter une barre horizontale à notre expertise. Et mon expertise à moi, enfin, en tout cas, j'espère, c'est le marketing. Alors, avant de rentrer dans la présentation, je me dis, oui, mais le marketing, ça fait 15 ans que j'en fais. Puis je repensais à notamment ce que Christian m'apprenait quand j'étais ici à l'IESN. C'était les 4P, les 3C. Puis je me suis dit, je vais refaire vite un tour chez Robert. Alors, Robert, il m'a sorti une définition. Il m'a fallu longtemps pour la digérer, parce qu'elle est très très courte, et à mon avis, c'est parce que comme ça, il ouvre le champ des possibles. Robert me dit, c'est l'ensemble des techniques qui ont pour l'objet la stratégie commerciale, et notamment l'étude de marché. Voilà. Et puis en dessous, il disait que ça s'appliquait aussi à la politique. Je fais, ah ben, c'est sympa. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de prendre ma vision et d'amener une définition. Et que je vous invite d'ailleurs à challenger. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Pour moi, le marketing, c'est l'art de développer, grâce notamment aux données, mais pas uniquement, une proposition de valeur et de la proposer sur le bon marché, au travers d'une expérience personnalisée, très important, afin d'en maximiser l'impact auprès des bonnes cibles, et donc de générer de la marge. De la marge ou pas. La marge n'est pas forcément une valeur qui est capitaliste, c'est la même chose pour les ASBL, c'est la même chose pour beaucoup d'organisations, c'est générer de la valeur. Ça, c'est ma tentative. Je l'envoie à Robert ou pas? Ouais, peut-être un peu plus longue, mais je la trouvais pas mal.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la data? Je vais un peu recontextualiser. Je trouve ça très important de parler de contexte. Donc, Costa en a un peu parlé, mais en gros, ce qui s'est passé, c'est la transformation digitale. Alors, il y a plein de gens qui ont essayé de créer des modèles. Celui-là me paraît encore pas mal. En 2010, on nous annonçait déjà qu'on avait fait la moitié du chemin et qu'on était donc rentré dans une ère où toute la digitalisation était normalisée. Et donc, c'était normal d'être digital, tout va bien. Et à partir de maintenant, des choses incroyables vont se passer. Ça, c'est ce qu'on nous a dit en 2010. Bon, la vérité, et là j'ai une vraie question pour vous, c'est qu'en 2018 et en 2019, on n'y était pas vraiment encore. J'ai fait des études notamment auprès des PME, je pense que c'est un tissu économique très important en Belgique et en France et dans bien d'autres pays. Et honnêtement dit, le marketing digital était encore quelque chose d'assez étranger à leur mode de fonctionnement. C'était des gens qui faisaient encore de la masse, qui travaillaient encore énormément par le réseautage. Le marketing digital et ce que Costa a présenté sur l'Union belge de football, on n'y était pas du tout. À votre avis, qu'est-ce qui a fait tout changer? Première option, le CEO. Deuxième option, le CIO. Troisième option, un petit virus appelé Covid-19. On est tous d'accord, hein, c'est le Covid qui a fait tout. Désolé, messieurs. Mais c'est clairement le Covid qui a fait qu'on a pris un accéléromètre incroyable et que donc, en gros, depuis le Covid, oui, c'est plus ou moins vrai. On est rentré dans une phase où le digital est normal. Je voulais rajouter un petit slide, je ne l'ai pas mis, ce qui est super marrant, au niveau des datas toujours, c'est le pic du nombre de personnes qui sont inscrites sur Zoom et Teams au mois de mars 2020, 2019, 2020. C'est très comique, c'est 2020, pardon. On a vu vraiment un énorme pic, puis ça c'est un peu... Hein, et pour ceux qui ont pris des actions de ces sociétés, avant ça, c'était bien. C'était pas mal. Alors, le data-driven marketing, qui est la transition naturelle de le digital et le nouveau normal, c'est un peu ce que Costa a expliqué. Moi, je vais essayer de reprendre des concepts un peu plus loin. Il y a la créa, il y a la data, il y a le média. Alors, si vous vous rappelez de ma définition, la créa, c'est la proposition de valeur et c'est la tentative d'avoir un impact. Costa l'a dit, si vous êtes un fan d'Eden Hazard, je vais vous envoyer des messages à propos d'Eden Hazard. Et l'important, c'est de parler évidemment d'un contenu qui parle d'Eden Hazard. Tout l'importance, très cher marketeur, de taguer vos contenus. Je suis tout à fait d'accord avec toi et j'insiste pour tous ceux qui sont dans la salle en marketing, taguez vos contenus, s'il vous plaît. Puis on va propulser. C'est le mieux possible, c'est essayer de communiquer le mieux possible notre proposition de valeur via différents médias. Et bien entendu, on va utiliser de la data pour que ce soit le mieux ciblé et le plus unique possible. Donc la personnalisation, ça fonctionne. C'est un vrai must-have. Honnêtement dit, hein, c'est pas juste... On parlait de Deleuze, on a parlé d'Union belge de football, on peut prendre n'importe quelle société. La personnalisation, ça fonctionne. C'est très simple. Si jamais je vous appelle et je dis « Chère madame, cher monsieur », ça c'est mon mail. « Chère Christine, cher Christian, j'ai déjà complètement changé mon approche. Je pense que j'ai davantage votre attention, rien qu'avec une toute petite touche de personnalisation. » Et pourtant, là, on en est encore à du fichier Excel. Hein. On n'est pas encore à des concepts comme ce que Costa a montré, avec énormément de données ingérées, traitées. C'est juste la base. Rien qu'en faisant ça, les coûts d'acquisition d'une société peuvent diminuer de moitié. Les revenus peuvent augmenter de plus de 15%. L'efficacité de votre marketing augmente de 30%. Et vous pouvez gagner énormément d'informations clients. Parce que quand vous lancez un concours Remco Evenepoel, oui, la data, vous la prenez. Plus vous prenez de data, plus vous en savez quelque chose. Et je vous assure que c'est vrai. J'ai fait un test, j'ai pris ma dernière base de données client, j'ai demandé un prince de sexe masculin né en 48 au Royaume-Uni avec 2 mariages, qui vit dans un château et qui est riche et célèbre. Et il m'a sorti le prince Charles et Ozzy Osbourne. Après, je me suis rendu compte que je devais faire une correction. La mauvaise donnée est toujours responsable de problèmes. Il n'est plus prince, il est roi. C'est très récent, mais autrement dit, si vous ne prenez pas les bons paramètres et si vous vous cantonnez aux mêmes données, rien qu'en termes de segmentation et de ciblage, vous ne parviendrez pas à être pertinent puisque vous aurez toujours une base de données qui est trop vaste, trop large. Donc la solution à ce problème, c'est plus de data. Toujours plus de data. Sauf qu'il y a 2-3 problèmes avec le plus de data. Le premier, c'est que ça introduit des nouveaux biais, et j'en prends un que j'adore. Le gars s'appelle Abraham Wald, et il va dans une salle de réunion au beau milieu de la Seconde Guerre mondiale, et là, il y a tous les ingénieurs qui disent « on doit renforcer le bout des ailes, le cœur de la carlingue et la queue ». C'est là que tous les avions qui reviennent sont touchés. Et le gars pose la question, il fait « oui, mais justement, s'ils sont revenus en étant touchés là, peut-être que ceux qui n'ont pas été touchés là ne sont pas revenus. Donc peut-être qu'on s'est juste trompé. » Ça, c'est un biais. C'est un exemple de biais, c'est le biais du survivor. On s'est concentré sur la mauvaise donnée, et donc on a fait les mauvais choix. Plus on va thésauriser de données, plus on va s'exposer à un risque. C'est vraiment pas pour rire. Quand on demande aux informaticiens aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, les gens vous disent, oui, on est convaincu qu'on conserve de la donnée qui, 1, n'est pas nécessaire, 2, est dangereuse à notre organisation. Plus je vais conserver de la donnée,
plus je peux faire de la personnalisation, mais si je ne l'utilise pas dans ma personnalisation, pourquoi est-ce que je la conserve? Si ce n'est pour éventuellement demander à quelqu'un d'extérieur de venir la prendre pour que je sois moi-même exposé dans les médias avec la mauvaise couverture médiatique, puisqu'on va dire que j'expose les données de mon client. Alors du coup, je me suis dit d'accord, on est tous d'accord, on a besoin de plus de données pour être plus efficace, pour être plus pertinent, pour personnaliser, on est tous 100% d'accord. Puis je me suis dit d'accord, il y a un risque, c'est quoi la cause? J'ai demandé à Google, puis j'ai demandé à Bing, les deux étaient d'accord. Le premier facteur, c'est l'erreur humaine. Et là, je me suis dit, ok, là, je crois que je tiens quelque chose. Je vais éviter de parler de technique, ça c'était pour la salle du dessus, si vous voulez changer, vous pouvez toujours. Je vais parler d'autre chose. Alors RGPD, je ne vais même plus en reparler. Ça, c'est la première règle que tous les marketeurs sortent quand on parle de protection des données, c'est RGPD. On a une loi, c'est bon, on a tout ce qu'il faut. Mais il y avait déjà d'autres standards avant, PCI DSS, donc c'est Payment Card Industry, et ils ont un Data Security Standard. Ils définissent un ensemble de règles pour dire comment est-ce qu'on fait pour gérer une donnée de paiement, comment on la stocke, comment on la sécurise. Et il y en a des règles, et ça n'arrête pas de s'améliorer, ça n'arrête pas de changer, parce qu'au plus vous protégez votre infrastructure, au plus les gens l'attaquent. Et là, je rentre dans la partie intéressante, et vous verrez que le fil rouge, c'est toujours des films. Ça n'a pas été évident. Hein, quand j'ai titre de film avec le nom liste dedans, même OpenAI a eu du mal. Je ne savais pas qu'Eric Cantona avait fait du cinéma, mais je me suis dit, bon, avec le foot, ça va, ça transite pas mal. Donc, la liste, c'est une histoire très comique, l'histoire d'un nouveau email marketeur qui arrive dans une société. Tout ce que je vais vous raconter maintenant est véridique. Il est animé des meilleures intentions du monde et il reçoit un set d'instructions. Tu vas envoyer une campagne à tous les fans d'Eden Hazard pour leur dire que le maillot d'Eden Hazard est en promotion, moins 30% sur notre site, et qu'en plus il y a un jeu concours, donc vas-y quoi. Le gars arrive, lance son analyse, fait sa segmentation, envoie le mail, et puis le lendemain matin, se fait appeler dans le bureau, il me regarde, il fait je comprends pas, j'ai fait exactement ce qu'on m'a dit. En fait, il y avait 217 listes dans le système email, un vieux système email, pas de normalisation, pas de nom. Il a rentré des regular expressions, il s'est planté, il a envoyé ça à 3300 personnes dont la normalité était d'être délitée. Dedans, il y avait 3 avocats, le RGPD venait d'être noté, enfin venait de passer, ça s'est très très bien passé. Là, c'est plus passé du marketing de personnalisation, on a basculé vers du community management, parce qu'évidemment, les avocats n'étaient pas du tout contents, ils n'avaient pas à avoir leurs données là. Donc, conserver des données que vous n'utilisez pas, bah, c'est dangereux. Histoire vraie. Ah, deuxième histoire super comique. 300. C'était pas 300, mais c'était pas mal. Je me rappelle plus exactement des pourcentages. J'arrive lundi au bureau et le directeur marketing tient plus en place. C'est génial, 300% de croissance, tu t'imagines, on va faire une présentation du feu de Dieu. On a le trafic. Non, pas juste le trafic. Ouais, trafic petit joueur qui me dit non, les leads. On a fait une croissance incroyable sur les leads. Une campagne. Non, j'ai cartonné. Oui. Et t'as regardé d'où il venait ton trafic? Non. Ah, et t'es sûr que c'est pas des robots? Non plus. Et tes leads, là, ils remplissent le formulaire qualitativement. Enfin, c'est des vraies adresses email, c'est pas des choses bidons, tu fais des contrôles, tu vérifies quelque chose, t'as juste ne fût-ce que mis un récaptcha. Non. Voilà, la fête a été de courte durée. Hein. C'est un principe de base. Si vous êtes marketeur, ok, on n'est pas des IT. En termes d'expertise, je le disais, moi j'ai plutôt une barre horizontale, je suis plutôt un T. N'hésitez pas à parler à vos collègues de l'IT, parce que ce genre de choses, ça doit être installé par défaut, sinon vous aurez systématiquement des problèmes. Alors, autre exemple que les robots sont très utiles et très efficaces, c'est Nike. Parce qu'on pourrait se dire, oui, mais ça c'est une PME, mais une grosse boîte comme Nike, ils sont protégés. Ah oui, ils sont bien protégés. Ils ont mis plein de choses en place, mais ce qu'ils n'avaient pas vraiment prévu, c'est qu'une paire de Nike, il y a certaines éditions limitées qui prennent de la valeur dès qu'elles sont vendues. Donc, si je suis intelligent et que je suis revendeur de la marque Nike, plutôt que d'utiliser un système standard, d'avoir un contrat, etc., je n'ai qu'à attendre que la chaussure sorte, je peux tout automatiser, je lance une série de transactions automatiquement, j'achète ces chaussures, une 50aine de paires, j'attends que la valeur augmente et je la revends. Je fais de la marge. Ça fonctionne. Bon, Nike, ils ne sont pas trop contents, donc ils changent leurs règles, ils ont envie d'interdire ce genre de choses, ils vont renforcer. Ils sont en train de mettre une tonne de choses en place pour empêcher ce simple phénomène de les gens achètent des modèles qui sont preneurs de valeur, qui vont prendre de la valeur, mais qui amènent des problèmes à Nike parce que du coup, certains des revendeurs qui ont des contrats, qui ont des conditions, qui doivent respecter des règles, n'y arrivent pas. Ah, From Russia with Love, ça c'est un de mes favoris. Histoire véridique. Secrétaire reçoit un mail, apparemment du CEO. Non, ce n'était pas le CEO. Pas regarder l'adresse email.
Elle n'a pas remarqué que le nom de domaine n'était pas le bon. Et c'était un beau gros phishing. Elle a envoyé le listing des 250 directeurs de la société par méga. Ça arrive, ça arrive. Alors, il y a des solutions. Et, alors, on pourrait dire que ce n'est pas du marketing, mais si, ça en est aussi. Parce que ça reste vos données, vous devez y faire attention, parce que ça pourrait être un listing d'autres choses, ça pourrait être un listing de clients, ça pourrait être n'importe quoi qu'on vous demande par mail. Et ça, c'est une très chouette pratique qui est mise en place chez pas mal de sociétés jusqu'à présent, ça s'appelle Oxhunt. C'est une plateforme qui permet notamment d'envoyer des vrais mails de phishing, mais avec justement la volonté de faire découvrir ça aux employés. Et donc les employés, en fait, reçoivent un mail et doivent déclarer si oui ou non c'est un spam. Et si c'est un spam, ils reçoivent alors une gratification en disant « bien vu, c'était du phishing ou c'était un spam, c'est pas un mail que vous auriez dû traiter, vous l'avez détecté, donc parfait. » Donc ça, c'est une bonne pratique aussi. J'ai basculé sur un film que je déteste par ailleurs, mais je n'avais pas d'autre idée. Ouais, quand t'es cassé ou pas. Là, je parlais plutôt de la notion de hash. Alors encore une fois, je ne suis pas un expert, mais pour simplifier, et pour les marketeurs dans la salle et pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est, il y a deux grandes techniques, on va dire, pour protéger des données. La première, c'est d'encrypter. Donc là, vous avez une clé, et quand vous avez la clé, si la clé est perdue et que quelqu'un arrive à la récupérer, il peut décrypter vos données. Donc c'est le principe de pouvoir fermer et ouvrir une porte. C'est aussi simple que ça. Il y a une alternative à ça, c'est le hash. Une fois que c'est haché, on ne peut plus revenir en arrière. Donc une fois que tu es cassé, simple. Sauf quand il y a un collègue du département qui vous envoie le HID avec l'adresse email, le prénom et le nom, et donc là, en fait, tout ça là, ne sert strictement à rien. Et ça arrive vraiment souvent, c'est monnaie courante. Autre film super sympa, les internes chez Google, celui-là il est pas mal non plus. J'arrive dans une société et puis on me dit oui, on a lancé un pilote là, on avait vraiment envie. J'ai mis où le pilote? Il tourne. Je vais sur la page, et en effet, je sors de la page et on a du on-site remarketing. Donc on a un pop-up qui est servi en disant vous êtes sûr que vous voulez nous quitter, laissez-nous votre adresse email, votre nom, votre prénom. Quelle bonne idée. Et puis il est où le collaborateur qui a mis ça en place? Il a quitté la société. Vous avez un numéro? Oui, on va l'appeler. Donc en fait, il ne s'est pas pris la tête. Il a pris un opt-in monster, il avait les droits sur le site web, il a mis son petit module. Et puis avec un Zapier, c'est une petite application qui permet, même aux gens qui ne savent pas coder des API, c'est click and go, c'est très facile pour nous les marketeurs. Il a créé tout ce qu'il fallait, et alors les gens disent, mais non, enfin, c'est fou quand même, on voit quand même le goal arriver dans Google Analytics. Oui, c'est très simple, on pousse la même donnée au même endroit, enfin, c'est pas un problème. Et donc en gros, ce monsieur qui avait quitté la société avait sur son Google, son compte privé, dans son Drive, une liste de 300-400 clients, avec adresse email, nom, prénom. Je pense que GDPR, ça ne doit pas être top. Mais c'était le cas, et donc ça m'amène à un point très important, c'est de gérer vos utilisateurs. Parce que, comment il a réussi à faire ça? Parce que notamment, il avait tous les droits possibles et inimaginables dans vos outils. Donc on a vu dans la trésorerie qu'il y avait énormément de solutions. Au niveau marketing, je crois qu'on a passé les 9000 solutions disponibles sur le marché. La MarkTech, c'est énorme, il y a énormément de solutions. Et donc en fait, il faut faire très attention, parce que quand vous mettez en place un outil, quand vous voulez l'intégrer à votre écosystème, veillez quand même à ce que les droits des utilisateurs reflètent ce qu'ils peuvent vraiment faire. Et donc, arriver dans des pages comme ça où tout le monde est super admin, ça, c'est pas mal non plus. Autre exemple très sympa, j'arrive dans une société, mais t'inquiète pas, on a mis en place de la two-step verification, il n'y a aucun risque. Donc, c'est ce principe de vous loguer, et puis vous avez le single sign-on, comme Costa l'a expliqué, donc vous avez un seul login password et vous pouvez vous loguer partout, mais pour être sûr que ce soit bien vous, parce que votre mot de passe peut se perdre et peut être malheureusement intercepté par de mauvaises personnes, vous avez un téléphone et donc vous recevez un SMS pour vous dire ça, c'est bien votre code pour vous loguer. Sauf qu'entre-temps, il y a ceux qui ont quitté l'entreprise, puis il y a ceux qui sont même allés chez les concurrents et qui ont toujours accès aujourd'hui. Je vous parle de ça, vous voyez bien. Là, sign-in, 28 novembre 2022, c'est aujourd'hui. Il est chez les concurrents. Donc, il a accès à toutes vos données, navigation, site web, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le trafic, qu'est-ce qu'il cherche, les mots-clés, tout ce qu'on veut. C'est une mine d'or, c'est génial. Franchement, je devrais revérifier aujourd'hui où j'ai encore accès, parce que je pense que ça pourrait m'aider. Alors, no comment, toujours la même chose, gérer les utilisateurs, des prototypes, des pilotes. Ok, là, ici, je n'ai pas voulu, mais regardez toutes les questions qui sont posées, à quel moment ça s'est passé, quel type de produit vous souhaitez, les types de travaux, les conditions du support. Donc c'est vraiment des tonnes de questions sur un outil qui permet de voir les travaux que les gens veulent réaliser chez eux. Idem, même chose, c'est complètement géré à l'extérieur, c'est une intégration Zapier, c'est absolument pas sous le contrôle ni de l'IT, ni même de l'entreprise qui utilise cette solution. Et puis même dans le domaine public, vous devez faire attention à vos datas, parce qu'il y a des datas qui sont bien à vous. Mais vous avez des données comme ces gens qui volent des marques et qui commencent à faire du bashing, c'est du bon vieux trolling. Donc,
Et ça, ça existe toujours. Donc ma conclusion pour aujourd'hui, et puis après on ira tous boire un petit verre, je le sens bien, c'est que ça commence avec vous. La première chose, le premier point au niveau de la sécurité, c'est vous. C'est le premier maillon de la chaîne, c'est ce que vous faites, c'est à qui vous envoyez des données, comment vous les partagez et quel genre de sécurité vous mettez autour. Voilà. Oui, vas-y. Oui, c'est illégal. Ok, donc c'est totalement répréhensible. Ça peut être. Non, la question, c'est toujours la même chose. C'est il faut que tout soit pris. La deuxième chose, c'est. Justement. Est-ce vraiment de sa faute s'il y a encore accès? Est-ce que c'est une erreur de login? J'en sais rien, mais ok, s'il y est allé, est-ce qu'il a juste envoyé un mail pour dire j'ai toujours accès au login? Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais voilà, je pense que c'est une pratique courante. Les entreprises de laisser des accès ouverts avec un employé soit parti. C'est juste vous donner des exemples. Maintenant, ici, c'est rien de dramatique. Ça, allez, en soi, c'est des propriétés, si tu veux, qui n'ont pas des données sensibles, ni ce genre de choses, mais c'est des exemples qu'on rencontre couramment dans l'exercice de mon métier. J'en rencontre souvent. Et je trouve ça intéressant quand on parle de data, c'est formidable parce qu'en effet, il y a une quantité astronomique de disponibles. C'est facile de la collecter, c'est facile de la structurer, mais c'est aussi facile de la perdre et malheureusement d'exposer de manière involontaire à des gens qui n'ont pas de données. Technique est beaucoup plus lent et donc ils en sont seulement à la deuxième conférence. Donc soit vous attendez la fin de la deuxième et vous suivez la troisième, soit c'est pas très, soit vous allez boire un verre tout de suite. Je pense que je crois. Mangez pas. Je crois que c'est la troisième. Thank you.